Bonjour à tous et bienvenue dans Oser réussir pour partager les coulisses de la réussite. Ce podcast est là pour vous permettre de vous apporter des éléments sur la stratégie, sur le mindset, sur la spiritualité, sur finalement tout ce qui anime chacune des personnes qui osent réussir et surtout qui manifestent dans leur vie leurs rêves et les résultats qu'ils ont vraiment envie de vivre. Je suis Alexis Joanneau et je suis coach aujourd'hui pour toutes les personnes qui veulent manifester dans leur vie un tout autre niveau de réussite et pour tous les entrepreneurs qui veulent emmener leur entreprise à un autre palier. Oser réussir, c'est un podcast pour vous inspirer et créer une véritable transformation chez vous pour vous permettre d'avancer et d'aller chercher le prochain palier de votre vie. En attendant, à tout de suite de l'autre côté. Salut tout le monde, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on accueille Steve. Donc Steve, c'est un ami et c'est aussi un entrepreneur moi, qui m'inspire beaucoup et qui me botte les fesses régulièrement, donc ça me fait bien plaisir. Je vais laisser juste un petit peu de temps pour que Steve puisse se présenter et moi, je rajouterai peut-être quelques petits trucs que j'ai vus chez lui s'il en parle pas. Comment ça va, Salut tout le Steve? monde, ça va très bien. Merci Alexis pour cette invitation. Bonjour à tous. Moi c'est Steve Ignacio. Je suis coach en performance. Je suis aussi athlète Ironman. Donc je mixe mon amour pour le dépassement de soi et l'exploration du potentiel humain avec en combinant voilà, le sport et l'accompagnement de dirigeants dans leur vie, à la fois personnelle, à la fois professionnelle. J'utilise aussi mon expérience en expertise comptable pour combiner ce côté, mindset et état d'esprit avec, toutes les stratégies de croissance et de développement qu'on peut utiliser dans le business. Donc, voilà un petit peu ce que je fais, qui je suis, mais j'imagine que le but de ce podcast, c'est qu'on découpe un petit peu plus tout ça. Ouais, exactement. Moi, je voudrais rajouter quelques petits trucs quand même, parce que tu es surtout un mec d'action. Et j'en parlais hier aussi sur notre interview, mais c'est marrant de voir les personnes qui m'entourent aujourd'hui parce que tu es vraiment une personne d'action. C'est-à-dire que tu dis quelque chose, tu mets un engagement, bam, c'est fait. Et au moins, ça avance. Donc, si vous voulez quelqu'un d'action, Steve, je vous le recommande en tout cas. Et tu es aussi une personne qui est très, très à l'écoute. Tu as un niveau de bienveillance et de congruence aussi. Donc, moi, je voulais le rajouter parce que c'est quand même assez important de se rendre compte que les entrepreneurs qu'on va avoir ces différentes interviews, et ben en fait, c'est surtout des personnes d'action, de congruence. Le principe de la congruence, c'est que on fait ce que l'on dit et on se l'applique à soi-même, et surtout avec le niveau de bienveillance que tu peux avoir. Donc déjà, merci pour cette petite présentation. Et Merci à moi, toi pour tous ces petits rajouts. ah bah, avec plaisir. J'ai une première petite question, et c'est assez simple. C'est comment tu es arrivé à l'entrepreneuriat, toi? Est-ce que tu peux nous partager un peu ton parcours? Euh, Depuis combien de temps tu es dans l'entrepreneuriat? Comment tu y es arrivé? Comment ça s'est fait en fait? Alors, je commence l'entrepreneuriat il y a quelques temps, en 2021, d'une façon assez particulière. Je suis parti 8 mois en Australie, en 2019. Donc je suis vraiment parti avec, mon sac à dos en mode, aventure, découverte pour, aller me découvrir, je pense avant tout. Avant d'aller découvrir l'Australie, je pense que c'était me découvrir moi-même et puis sur place, je me suis rendu compte donc j'avais mis pas mal d'économies pendant, mon alternance de côté et donc sur place, je vivais de petits boulots, je vivais un peu de mes économies, j'avais un petit mix comme ça et je me suis rendu compte que à ce moment-là, j'étais en train de vivre vraiment, ma best life, les meilleurs mois de ma vie où je profitais, de ce que la vie peut nous apporter, des soirées, des amis, des relations qu'on pouvait créer et qu'au final, mon niveau de dépenses n'était pas forcément énorme. Je crois que je vivais pour 1 300-1 500 € par mois et à ce moment-là, je me suis dit dans cette quête, dans cette introspection, dans cette découverte de moi-même, avec tout ce côté business, je me suis dit: «C'est vrai que si j'arrivais à générer des revenus, passifs qui me permettraient moi de repartir en voyage comme ça, et de profiter, ça serait exceptionnel» et donc je m'étais fixé à l'époque, 2 000 € par mois, quelque chose comme ça. J'avais un antécédent dans, tout ce qui était comptabilité, audit, parce que je travaillais en expertise comptable et donc j'avais été un petit peu amené à découvrir l'immobilier, notamment, via Christopher Wangen, via toutes ses vidéos YouTube et donc quand je suis rentré 2020, bon voilà, covid et cetera, un peu compliqué, mais dès la fin du covid, je me souviens le week-end, après, que le covid s'est terminé, donc je crois que c'était terminé, je crois 8 mai ou quelque chose comme ça. Le week-end d'après, je faisais mes premières visites immobiliers et en fait, en parallèle de mon CDI, j'ai commencé l'entrepreneuriat, donc avec de l'investissement immobilier parce que, pour moi, j'avais besoin de toucher,
j'avais besoin de quelque chose de concret. J'avais besoin que ça soit physique. Mmh. À l'époque, j'étais pas du tout business en ligne, j'étais beaucoup plus orienté, bourse, crypto-monnaie, vraiment tout ce qui est très financier. Et voilà, l'immobilier, bah, c'était aussi très concret. Il y avait ce côté finance puisqu'on allait lever des fonds auprès des banques et cetera. Et c'est vraiment comme ça que j'ai commencé l'entrepreneuriat en, du coup, début 2021. Que mon premier bien a été Mmh. signé. Et puis, bah, petit à petit, j'ai commencé à me former, moi, en productivité, en optimisation de mon potentiel et cetera. Et puis, du coup, bah, j'ai découvert des réseaux d'entrepreneurs qui cherchaient eux aussi à se développer. Et donc, j'ai commencé à toucher au marketing digital, à Instagram, aux vidéos, et cetera. Et petit à petit, j'en suis venu, du coup, derrière, à me lancer dans le coaching, que je fais aujourd'hui. Mais ça a avant tout commencé avec de l'immobilier et une volonté de générer des revenus passifs, pour, vivre, pour vraiment avoir cette liberté financière et cette liberté au niveau de ma charge mentale de me dire: «Bah, de toute façon, j'ai des Mmh. revenus qui tombent tous les mois, qui me permettent, d'assumer mes "frais fixes" entre guillemets et derrière de pouvoir réellement faire ce que je veux. Si je veux voyager, je vais voyager. Si je veux lancer une activité, je la lance et je me préoccupe pas de est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas, puisque j'ai une sécurité, mensuelle qui me couvre, mes Mmh. charges. OK. Merci déjà pour cette, entrevue par ton arrivée dans l'entrepreneuriat. Donc en gros, tu as commencé par l'immobilier. Tu as dit tout à l'heure que tu faisais du consulting et du coaching. Tout à fait. Tu t'es mis à cette activité-là il y a combien de temps? J'ai commencé il y a un petit peu moins d'un an, OK. complètement par hasard. Complètement par hasard, j'étais dans un groupe d'entrepreneurs sur lequel j'étais, très actif et en Mmh. fait, j'étais vraiment, j'appliquais les principes du leadership par l'exemple, c'est-à-dire que j'étais présent régulièrement, je donnais des conseils dès que je pouvais, je répondais, je donnais de la valeur et indirectement, en fait, certaines personnes ont voulu travailler avec moi parce qu'ils savaient que j'avais quelque chose à leur apporter, alors que je ne le savais pas moi avant. Et en fait, bah, petit à petit, comme ça, je me suis mis à aider des gens et puis à comprendre comment je pouvais les aider surtout. Et du coup, bah, à créer un système tout autour de ça en fonction de ce que je pouvais apporter, quels étaient les retours que j'avais les plus réguliers, là où j'avais moi aussi eu le plus d'impact, sur chaque client, du coup vraiment me cibler là-dessus, me concentrer là-dessus. Donc, ça a été un petit peu par hasard et puis, après j'ai commencé à prendre confiance en moi aussi et à rencontrer, je pense, d'autres personnes qui étaient dans ce domaine-là et c'est à ce moment-là où vraiment j'ai compris qu'il y avait quelque chose à faire. OK, ça marche. Merci déjà pour ces partages. Je me suis posé une question tout à l'heure, c'est, est-ce que ça a toujours été simple entre l'immobilier ou même le consulting, pour toi dans ton activité entrepreneuriale? Ça a été, loin d'être simple, hein, déjà, dès le début avec l'immobilier parce que, OK. parce que c'est quelque chose que tu connais pas forcément, donc il a fallu Mmh. déjà se former, il a fallu, bah, créer un réseau autour de ça. Avant, le réseau en termes de banques, d'artisans, bah, je parle déjà du réseau d'investisseurs immobiliers aussi pour Mmh. comprendre quelles étaient les stratégies qu'ils faisaient, qu'ils utilisaient, comment ils en étaient arrivés là, où ils étaient aujourd'hui, quels étaient leurs challenges et cetera. Donc, avant tout, ce côté-là, hein, de découvrir un autre monde qui sort un petit peu du cadre dans lequel moi j'avais évolué. Mmh. Donc, la même chose dans le coaching, hein. Au début, tu commences le coaching, personne fait du coaching. Quand tu dis que tu fais du coaching, les gens te disent: «Ah, tu es coach sportif?» Non, non, j'accompagne, des entrepreneurs à atteindre leurs objectifs, à vraiment performer, passer à l'action. Donc c'est compliqué aussi, ça a été compliqué, le regard des autres a été compliqué déjà dans l'immobilier, se dire que bon, moi j'étais dans une sphère où tout le monde était en CDI et en fait se dire: «Bon, bah, OK, maintenant tous mes week-ends c'est off, tous mes samedis en fait c'est que des visites. Le soir, bah, ça va être, tous les calls des agents immobiliers, tout le réseau off». Donc ouais, c'est très compliqué parce que ça te demande de changer et ce qui est compliqué dans le changement, c'est faire des choses que tu ne faisais pas hier. OK. Donc forcément, j'ai été confronté et je suis aujourd'hui encore confronté, bien évidemment, hein, constamment à des challenges parce que, bah, mon évolution me demande de faire constamment de nouvelles choses et donc c'est compliqué de faire de nouvelles choses parce que tu as des Mmh. comportements internes qui ont été créés, qui ont été développés, qui sont ancrés en toi et qu'il faut transformer, qu'il faut réussir à transformer, à mettre en autopilote pour avoir de nouveaux comportements, transformationnels
et justement se grandir, se développer. Donc ouais, des challenges, j'en ai eu beaucoup. Ok. Euh, Si j'ai bien compris, surtout, en fait, les challenges, j'en ai eu beaucoup. Je pense que ceux qui ont été peut-être les plus marquants, c'était notamment au début dans l'immobilier, début dans l'entrepreneuriat à ce niveau-là. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Steve au moment où tu dois finalement faire les choses que tu n'as jamais fait, sortir de ta zone de confort et finalement sortir un peu du cadre de ce que tu connaissais par le passé? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? À ce moment-là, dans sa tête, il pense beaucoup à ce qui va arriver. Ok, C'est-à-dire que c'est-à-dire? j'arrive en fait à lier, entre guillemets, la douleur de ce que je peux faire ou l'inconfort de ce que je peux faire avec, la récompense qu'il y aura à long terme. Ok, Et donc en fait, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé l'immobilier et que, bah, tous mes week-ends, je passais à aider les artisans et à faire ce qu'eux ne voulaient pas faire ou ce qui me coûtait moi le plus cher. Et je me disais, typiquement quand je cassais des murs, quand j'enlevais des sols, quand je démontais des salles de bain, je me disais: «Mais en fait, chaque pièce que je bouge, c'est un pas de plus, vers, mon succès, vers mon indépendance financière». Et donc j'ai toujours lié, en fait, l'inconfort de ce que je faisais à la récompense qu'il y aurait dans plusieurs années. Et en fait, j'ai ok. toujours pas atteint la récompense aujourd'hui, mais c'est vraiment, l'idée du marshmallow, de l'étude du marshmallow où, bah, en fait, c'est dire non aujourd'hui pour un oui qui sera plus grand plus tard. Ok. Et il y a des moments où tu as voulu baisser les bras? Ah ouais, terrible. Ouais, bien sûr, parce que, surtout au début, tu pas forcément trop accompagné. Dans mon cercle, quotidien, on va dire, donc Ok, d'amis et de relations, personne ne fait ce que je fais. Les gens ne comprennent pas pourquoi ce que tu fais. Donc c'est compliqué en fait quand tu as des moments de doute d'aller en parler parce que bah, tes moments de doute, ça va être par exemple que tu n'arrives pas à trouver un crédit immobilier parce que à ce moment-là, on est en plein Covid, on ne sait pas trop où sont les marchés financiers, tu n'as jamais fait d'achat immobilier de ta vie, donc c'est compliqué. En même temps, à qui tu vas aller parler du fait que c'est galère de trouver un crédit immobilier alors que tu as 25 ans, que ce crédit ne va pas te servir à acheter ta propre résidence principale, mais à acheter un bien que tu vas mettre en location pour avoir des loyers et faire en sorte que les loyers. Donc en fait, le fait de ne pas avoir, de personnes à qui parler, ça a été compliqué. ok. Ouais. Et c'est quoi l'histoire que tu t'es racontée pour justement faire face finalement à cette sensation d'être un peu seul? Parce que je sais que dans l'entrepreneuriat et dans l'immobilier, pour y être aussi, on se sent souvent seul parce qu'on se sent un peu à la marge aussi. Il y a quand même pas mal de personnes qui ne comprennent pas, donc on n'a pas de résultat en tout cas. Après, ils voient les résultats et ils disent finalement j'aurais peut-être dû le faire. Mais c'est quoi l'histoire que tu t'es racontée à ce moment-là pour perdurer, même si je fais une aparté, mais je sais que tu as un mental qui est assez fort, déjà parce que tu fais des Ironman, et tout le monde n'en fait pas. Donc je pense que ça vient quand même d'assez loin, cette capacité de résilience derrière ça. Mais c'est quoi l'histoire que tu t'es racontée pour faire face à finalement cette sensation de solitude en gardant en fait ta vision en tête? En fait, je pense que ma chance, ça a été de me lancer en parallèle de l'entrepreneuriat dans le sport d'endurance. C'est ce Ok, qui fait que toutes les leçons que j'apprenais dans le sport d'endurance, j'étais capable à l'instant même où j'en faisais l'expérience dans le sport, de transmettre ça dans l'entrepreneuriat. Et moi, ça a vraiment été ma force de faire les 2 en parallèle et donc de comprendre en fait, c'est les phrases qui peuvent paraître toutes simples et qui sont même mais c'est le: «Tant que tu abandonnes pas, c'est pas perdu». Et en fait, c'est des choses simples comme ça que j'ai appliquées moi, quand je courais par exemple et que tu es fatigué, que tu as les jambes qui sont pleines de courbatures, que tu en as marre, que la veille tu étais déjà plein. D'assimiler la même chose en fait à l'entrepreneuriat et se dire: «De toute façon, tant que tu abandonneras pas, ça sera pas fini». Et donc je pense que ça a vraiment été une force de renforcer mon mental, de le développer à ce moment-là dans la course à pied, dans l'endurance et de pouvoir l'appliquer instantanément, à l'entrepreneuriat parce que dans le sport d'endurance, ça a été assez, particulier parce que je me suis lancé aussi très vite et surtout tout seul. C'est-à-dire que ok, comme dans l'entrepreneuriat, c'est rare d'avoir des gens autour de toi qui se fixent l'objectif de terminer un Ironman dans les 2 prochaines années.
c'est compliqué, tu as parfois un pote qui peut te suivre, mais la plupart du temps, tu es solo. Et donc, en fait, avoir, cette capacité à m'être fixé cet objectif et à le tenir et à passer ces heures et ces heures et ces dizaines d'heures, mensuelles d'entraînement solo, d'avoir cette habitude, en fait, d'être seul face à l'adversité et de savoir que de toute façon, tu ne peux compter que sur toi-même. Tu vas être ta meilleure motivation, la tu vas être ton plus gros supporter et tu vois, j'ai préparé un post LinkedIn dans ce sens-là. À chaque fin d'entraînement, je me félicite. Il y a parfois même où je vais vraiment me taper dans les mains, je vais: «Ah, bien joué mec!» parce que j'estime que je dois me supporter et me féliciter pour toutes les petites victoires avant même d'attendre, les encouragements, les accolades ou les félicitations de l'extérieur. Parce que je sais que si je ne gagne pas cette confiance en moi, ce respect personnel que je me dois à moi-même en me félicitant de ces petites victoires, je vais pas les avoir des autres et c'est vraiment le fait de l'avoir de soi-même qui va compter et donc ouais, cette solitude dans l'adversité et au final, ce plaisir de l'accomplissement personnel sur toutes les petites victoires, je pense que ça a vraiment été une force pour moi. J'adore ce que tu partages. Et je pense que c'est un message fort aussi pour tous les entrepreneurs, et si on a des sportifs qui nous écoutent, tous les sportifs aussi, de se rappeler que chacun de vos projets, vous le faites pour vous. Et pour votre entreprise, même si elle a une mission beaucoup plus grande, euh, derrière tout ce que vous le faites pour vous. Et donc, n'attendez de personne qu'on vienne vous taper dans le dos en disant ah, c'est cool. Non, en fait, ils le feront quand vous aurez le succès que vous avez envie, la réussite que vous avez envie, mais pas quand vous serez au fond du trou en train de vraiment créer quelque chose. Ouais. J'avais une question qui m'est venue tout à l'heure. D'où ça vient cette capacité de résilience et cette capacité à aller au bout de ta vision? T'as toujours été comme ça? C'est très récent en fait. C'est vraiment quelque chose que j'ai développé dans le sport d'endurance. Je pense Ok. que au delà de le développer dans le sport d'endurance aussi, c'est ce temps que j'ai passé à étudier certains des plus grands athlètes, certains des plus grands entrepreneurs et à comprendre en fait quels ont été leurs mécanismes de réussite. Et de comprendre que si j'étais capable d'appliquer les mêmes stratégies ou du moins de m'inspirer de leurs stratégies, parce que l'idée c'est pas de faire un copier-coller, mais c'est de l'apprendre, Mhm. de l'utiliser, de l'intégrer, de la façonner, j'allais pouvoir atteindre des choses que jamais j'aurais pensé atteindre. Et c'était drôle parce que j'en ai déjà parlé avec ma sœur, on se disait: «Mais putain, quand j'étais petit, moi je voyais les gens finir des marathons, je trouvais ça ouf, je trouvais ça incroyable, impossible à atteindre». Et en fait, ouais, je pense que c'est ce côté de m'être dit: «C'est possible» et c'est quelque chose que je me répète souvent, le «c'est possible» et quand je me dis: «C'est impossible», justement, tu sais, j'ai ce petit sourire un peu, vicieux qui me dit: «Ah, bah, on va voir si c'est réellement impossible» parce que, ouais, je pense qu'il y a réellement pas de limite. Je pense que les seules limites qu'on se fixe sont celles qu'on s'impose, nous-mêmes et c'est quelque chose que j'ai découvert, en fait, en étudiant des personnalités. Mais le plus important que j'ai appliqué à moi-même et que j'ai appliqué en fait à travers le sport et pour moi c'est pour ça que je parle autant de sport parce que c'est vraiment pour moi la chose la plus concrète qui existe. Mhm. L'entrepreneuriat, ça peut être très long parfois, c'est très compliqué. Le sport, tout le monde peut le faire, c'est très accessible et en plus, petit message, mais ça vous fait du bien à la santé. Très vite, c'est surtout dans l'endurance, on se retrouve confronté à ces challenges et on peut en fait sur, un coup de tête, les faire exploser. Se dire: «J'arrive à 10 kilomètres, je suis mort», on s'arrête et se dire: «Non, viens, on va à 11, à 12 maintenant et à 13» et finir à 15 et se dire: «Waouh, mais j'ai augmenté de 50 alors que je pensais que j'étais mort» et en fait, c'est l'accumulation de toutes ces petites choses qui font qu'aujourd'hui, j'ai réussi à développer cet esprit-là et qui est encore loin d'être développé à 100. Tu sais enfin, déjà, moi, ce que j'apprécie dans ton parcours, c'est aussi ton honnêteté et le côté humble. C'est que t'as admis que t'as pas toujours été comme ça. Et c'est un message qui est super fort pour tout le monde, pour toutes les personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Il y en a très très peu, en fait, au final, qui se lancent dans l'entrepreneuriat ou dans le sport de haut niveau, qui étaient des bêtes de foire et des tueurs dès le départ. En fait, on se construit comme ça.
Et c'est super important d'entendre le message de Steve qui vous dit, en fait, avant, il n'était pas forcément comme ça. Il s'est modelé un petit peu et s'est programmé pour ça. Mais c'est-à-dire que c'est possible. Euh, je voudrais revenir un petit peu sur toi et l'entrepreneuriat. Est-ce que tu as des objectifs pour les prochaines années et quels sont-ils si c'est le cas? Ouais, carrément, bah, en tant que sportif, il y a beaucoup d'objectifs, hein. Tu sais très bien que je fonctionne beaucoup comme ça, avec des objectifs Tellement. très court terme et des objectifs très long terme. Je pense que c'est la combinaison des deux qui fait que tu arrives aussi à performer. Sur l'entrepreneuriat, ouais, à moyen terme, on va dire, même des objectifs à 1 an, 3 ans, ça va être clairement de reprendre une entreprise. Je Mhm. pense que c'est vraiment pour moi l'objectif le plus pertinent dans ma croissance, dans mon développement, parce que si je me réfère en fait à tout mon parcours pré-entrepreneuriat, j'ai un master en expertise comptable, j'ai bossé 5 ans en cabinet expertise comptable, donc je faisais beaucoup d'audits d'acquisition. Donc je sais très bien comment se passe la reprise d'entreprise. J'ai accompagné beaucoup de dirigeants dans des reprises d'entreprise et par la suite de leur reprise. Donc c'est un levier que j'ai connu, que je ne pensais pas utiliser. Et puis voilà, après 1 an d'entrepreneuriat, après avoir échangé avec des centaines et des centaines d'entrepreneurs, je me pose constamment des questions aussi. Quels sont mes points forts? Où est-ce que je suis meilleur que les autres? Où est-ce que je suis moins bon que les autres? Et je comprends que j'ai une aversion au risque qui est très forte parce que j'estime que le risque est contrôlable à partir du moment où on est capable de l'identifier, de le prévoir, mais surtout à partir du moment où on est capable de développer une éthique de travail et une capacité à solutionner et apporter des solutions à tous les problèmes. Donc ça va être un peu le challenge, je pense, des 12 prochains mois, de reprendre une entreprise Ok. dans le domaine que je fais, dans le domaine du conseil, Mhm. et utiliser en fait et mettre à profit mes compétences auprès déjà d'une team qui est en place, de process qui sont en place, de clients qui sont en place, et justement utiliser tout ce que j'ai pu apprendre sur la dernière année dans le marketing digital, dans le business en ligne, dans le personal branding, dans l'acquisition, la génération de leads, dans le customer success. Mettre tout ça au profit d'une entreprise qui a plusieurs années d'existence, qui n'est pas forcément ouvert à à ces nouveautés-là, je dirais, que j'ai pu voir maintenant dans certains groupes, dans certains masterminds, avoir un customer success qui est affilié à toi juste pour s'assurer que tout va bien, que tout est en place, avoir des process d'automatisation, d'onboarding, de qualité. C'est des Mhm. choses dans les anciens business qui ne sont pas en place, qui apportent une expérience pour le client plus importante, une valeur quant à l'offre ou quant à l'offre qu'on leur propose qui est aussi plus importante. Donc c'est dans ce sens-là, ouais, que j'irai. Donc voilà un petit peu l'objectif. Ok. Ça te challenge cet objectif-là? Ça me challenge énormément. Ça me Ok. challenge énormément. On en parlait avant ce podcast. C'est quelque chose qui me fait peur un petit peu parce que on est confronté à une entreprise, pour la plupart de celles que j'ai déjà étudiées, qui font 6 chiffres à l'année, Mhm. multi 6 chiffres, des chiffres que je suis très loin d'atteindre, mais au-delà d'un simple paquet de chiffres, parce qu'on parle beaucoup de chiffres, mais c'est aussi une team. Donc, Ok. c'est des Ouais. salariés qui sont déjà en place, donc c'est des responsabilités, c'est forcément des clients qui sont déjà en place, qu'il va falloir continuer à satisfaire, dont l'objectif est même d'améliorer la satisfaction, mais on n'est pas en train de parler de 5-6 clients comme on peut tourner maintenant en solo, voire même un peu Mhm. moins parfois, mais de dizaines et de dizaines, voire même des centaines de clients. Donc c'est très challengeant. C'est aussi pour ça que je le fais. C'est aussi pour ça que je le fais, parce que je suis quelqu'un qui a tendance, qui a cette obsession même, à aller vers les choses qui lui font peur, parce que Ok. j'estime que c'est de l'autre côté des choses qui nous font peur qu'on se découvre réellement, qu'on découvre des qualités en nous qu'on avait peut-être sous-estimées, des qualités en nous qu'on ne pensait pas avoir et au final qui sont bien là et qui sont très pertinentes et très utiles. Et donc pour moi, c'est vraiment dans cette optique de croissance personnelle aussi que je le fais, hein, parce que on parlait tout à l'heure, hein, ça reste aussi égoïste, hein, je le fais avant tout pour moi,
C'est bien sûr, de faire du chiffre, de satisfaire des clients et faire grandir une team, mais c'est surtout pour moi, pour me faire grandir en tant qu'homme, en tant qu'entrepreneur. Donc, ouais, c'est très challengeant. OK. J'aime bien aussi de nouveau cette franchise, mais toutes les personnes qui écoutent ce podcast et qui se disent que les personnes qui ont des grands projets, ils n'ont pas peur, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas le cas. Et ce que j'apprécie dans le partage de Steve, c'est qu'en fait, il nous dit clairement, euh, j'y vais, mais j'ai peur. Et, et Tout à justement, en fait. fait, c'est pas parce qu'il y va pas en disant tout va bien se passer ou ça va être super simple. Il y va avec des peurs. Moi, j'ai une question, c'est comment pas tu court-circuites, mais comment tu vis avec cette peur pour atteindre ce projet? En fait, si on revient à un concept un petit peu plus scientifique, parce que c'est pour ça aussi que je fais beaucoup de sport, parce que je le fais un peu comme une étude sur moi-même, hein, ce côté Mhm. sport que j'ai. Le stress qui est causé, la peur qui est causée, au final, c'est des hormones qui sont similaires à celles de l'adrénaline. Et donc, en fait, c'est le choix que tu vas faire de prendre ça comme de la peur, comme du stress, ou comme de l'adrénaline, comme de l'excitation. Et donc, en fait, selon le discours que tu vas avoir, soit c'est quelque chose qui te fait peur parce que c'est Mhm. challengeant, soit c'est quelque chose qui t'excite parce que c'est challengeant. Parce que les hormones, le cortisol, l'adrénaline, vont être générés que ce soit par le stress ou par l'excitation. C'est la même chose. Et donc, j'ai souvent tendance à choisir ce côté, je suis excité par ce qui pourrait me faire peur, plutôt que de me laisser, entre guillemets, submerger par le côté nocif de ces hormones et me dire, en fait, je suis stressé et j'ai peur. Ok. Donc, c'est plus dans ce côté-là que je le prends et de me dire que de toute façon, c'est uniquement comme ça que je grandirai, quoi. Ok. Tu crois que chaque entrepreneur devrait réagir comme ça? Je pense qu'on devrait tendre à réagir comme ça parce que, Ok. pour moi, c'est avant tout un choix de prendre quelque chose qui nous stresse ou quelque chose qui nous excite et après c'est aussi, et je pense que c'est quelque chose que le sport m'a beaucoup appris, sur lequel j'ai beaucoup travaillé, c'est apprendre à gérer ses émotions. Je pense que la Ok. gestion émotionnelle, c'est un des piliers de la performance parce qu'à partir du moment où tu es capable d'identifier une peur, une situation qui va être soit stressante, soit excitante, tu es capable de l'identifier, de l'appréhender et du coup de reformuler un petit peu tout le schéma qui se déclencherait si tu t'étais laissé avoir, entre guillemets, par ça. Donc, je Mhm. pense être capable d'identifier les schémas qui vont créer ces émotions, de, de l'interpréter, de switcher cet état, c'est vraiment quelque chose qui va être très important, notamment en tant qu'entrepreneur. On est toujours confronté à des situations stressantes. On est toujours confronté à des échéances qui se rapprochent, à de la satisfaction client qu'il faut faire augmenter, à de la délivrabilité qu'il faut améliorer, qu'il faut accélérer. Donc, c'est des situations qui peuvent être stressantes, toutes celles-là. Maintenant, être capable de reconnaître que ces situations vont être stressantes, ça va être le premier point. Et derrière, se dire, OK, est-ce que j'ai réellement le contrôle là-dessus? Oui, non. Si oui, qu'est-ce que je peux faire? Sinon, bah, je les mets de côté. Si oui, OK, est-ce que je peux utiliser ma team? Est-ce que je peux l'automatiser? Est-ce que si ce problème, en fait, il revient tout le temps et à chaque fois, je fais juste cette action et le problème disparaît, ça ne sert à rien. Quelle est réellement la cause du problème? Il vient d'où ce problème? Comment on peut, au lieu de passer une heure juste pour get rid of, juste pour se débarrasser du problème, est-ce que ça serait pas plus intéressant de passer une journée pour aller à la cause du problème et le résoudre, pour justement éviter le stress qui va être généré petit à petit. Mais tout ça pour en venir à la gestion émotionnelle, je pense que c'est quelque chose qui est beaucoup trop laissé sur le côté parce qu'il apporte beaucoup trop cet esprit féminin, ce côté féminin quand on parle d'émotions, Mhm. etc. Alors que pour autant, on se rend compte que si tu veux être capable de performer à un très haut niveau, ta gestion émotionnelle va être ultra importante. Et pour moi, être capable d'aller dans ce côté très masculin, ça veut aussi dire être capable d'aller dans ce côté très féminin, puisqu'il faut être capable d'aller dans les deux extrêmes pour apprécier les deux extrêmes et maîtriser les deux extrêmes. C'est-à-dire que
Du coup, si on veut vraiment être un fonceur et avoir une capacité à, à tout péter quand on fonce, il faut aussi avoir la capacité à être capable de tout gérer intérieurement, tout ce qui va se passer au niveau émotionnel, et cetera. Ok, j'adore. J'adore que tu parles des émotions. Ça va m'amener à une nouvelle question, c'est par rapport à l'entrepreneuriat. Je sais que toi, tu discutes avec beaucoup de personnes. Tu as coaché aussi pas mal de personnes qui avaient des business plus ou moins avancés. Euh, pour toi, ce serait quoi on va dire, vous allez faire un choix, mais trois conditions majeures pour avoir un business qui performe. Alors, quand je dis performe, on peut partir dans l'idée que des business qui vont font plus de 500 à 1 million. C'est quoi les conditions, selon toi, pour qu'un entrepreneur emmène son business à ce niveau-là? Je pense que la première condition, ça va vraiment être le leadership. Ok. Et donc, tout à l'heure, on parlait de passage à l'action, Mhm. on parlait de confiance en soi, d'être capable de faire ce que tu dis. Ça, je pense que c'est vraiment la première condition. Ok. La seconde condition, je pense que ça va être, et tu vois, sur le leadership, on peut rajouter la team, on peut rajouter, bien évidemment, après, on peut vraiment aller très loin sur le leadership, mais deuxième condition pour moi, ça va être la vision. Quelle est la vision que tu Ok. donnes à ton projet? Quelle est la mission derrière ta vision? Et quelle est la stratégie du coup que tu dois mettre en place pour réaliser cette mission, cette Mhm. vision? Et donc ça, au final, ta vision, bah, c'est ce qui va te driver toi, mais c'est ce qui va aussi driver ta team, c'est ce qui va driver les parties prenantes qui vont travailler avec toi sur les projets, donc tes collaborateurs, qui sont internes ou Mhm. externes, on s'en fout. Ta capacité de leader, du coup, qui était le point numéro un, ça va se raccrocher avec la vision, puisqu'un vrai leader, c'est quelqu'un qui va être capable de t'amener dans la vision, de montrer l'exemple. La troisième, la troisième, je partirais sur quelque chose de simple, mais je dirais que c'est ta qualité de vie. Ok. Parce que, tu vois, c'est quelque chose que je mets beaucoup en avant, mais ton bien-être, ta santé physique, mentale, ton sommeil, tout ce qui est respiration, méditation, c'est des choses qui sont aujourd'hui sous-cotées, mais c'est ce qui va faire que ton business va pas s'arrêter à un, mais va aller à 10, 100. Parce que c'est ce qui va faire que dans le temps, tu vas être capable d'avoir plus d'énergie, d'être plus en forme et de continuer en fait à performer. Parce que aujourd'hui, c'est très bien. euh, nous, on a encore dans la trentaine, enfin toi, tu es un peu plus vieux que moi, mais on tourne autour de ces âges-là. On est en forme, tu vois. Il n'y a pas de problème avec ça. Par contre, les mauvaises habitudes en termes de qualité de vie qu'on peut commencer à avoir, elles vont réellement avoir un impact d'ici 20 ou 30 ans. Alors que moi, mon but, c'est pas d'aller faire 1 million, mais c'est d'aller en faire 100. Et du coup, je sais que c'est quand j'aurai la cinquantaine, la soixantaine, que c'est à ce moment-là où je vais avoir le plus de levier possible, financier, relationnel, etc. Et donc, c'est à ce moment-là que je vais devoir être le plus en forme pour assumer non plus une team de 3 ou 4 personnes, mais une team de 3 ou 400 personnes, voire 3 4 000 personnes. Mhm. Et donc, niveau d'énergie, et ça revient pour moi aussi avec le leadership, c'est que quel est l'exemple que tu montes à tes salariés? Allez manger McDo et ne faites pas de sport? Ou est-ce que tu crées une team qui mange bien, qui fait du sport? Moi, je peux te garantir que si ta team, elle mange bien, elle fait du sport, forcément, ils vont être beaucoup plus en forme, ils vont avoir plus d'énergie, plus de productivité, plus performants et indirectement plus heureux et plus épanouis dans ce qu'ils font professionnellement et personnellement. Et ça, ils te le rendront forcément à toi en tant que leader. Génial. Il nous a sorti trois conditions. Je pense que les gens ne s'attendaient peut-être pas forcément à ces conditions-là. Mais ce que j'apprécie, c'est que c'est des conditions essentielles du début à la fin. Parce que même si vous êtes en train de vous lancer dans l'entrepreneuriat, vous êtes peut-être en train de nous écouter, bah, votre leadership va avoir une importance dans les relations que vous allez mettre en place, dans aussi l'animation de votre mission, même si vous êtes solopreneur aujourd'hui, puisque votre mission, elle est déjà là, en fait, dans la dimension de votre vision aussi, où est-ce que vous voulez emmener votre boîte et pourquoi, et votre santé. euh, En fait, on pense souvent que la santé, c'est super important pour les sportifs ou pour avoir une bonne hygiène de vie.
Mais en fait, ça va au-delà de ça. Alors moi, je suis un ancien athlète de haut niveau, je suis un ancien prof de sport aussi, donc je connais très très bien. Et votre sommeil, c'est super important, ce que vous ingérez aussi, et votre activité physique, sachant qu'en fait, vous pouvez bosser énormément tout en ayant une activité physique. Et je vais reboucler là-dessus. Il y a aussi pas mal de personnes qui se disent travailler 12 heures par jour, mais qui en font finalement 6 de façon productive et 6 de façon totalement détachée. Et il y a une étude scientifique qui le prouve d'ailleurs. Il y a une étude scientifique aux États-Unis qui prouve qu'au-delà de 50 heures par semaine, notre niveau de productivité décroît de façon exponentielle. C'est-à-dire que si les personnes qui disent ouais, ben, je bosse 70 heures par semaine, ouais, enfin, ça se trouve, vous êtes devant l'ordi pendant 70 heures. Il y a peut-être 20 heures où vous pourriez faire autre chose. Je sais pas, prendre du temps avec votre conjoint, aller faire du sport, aller marcher, écouter un podcast, aller faire une sieste. De quoi, en fait, vous régénérer, quoi. Mais donc, j'adore cette dynamique-là parce que on aurait pu s'attendre à des conditions ultra pragmatiques, parce que je sais que tu l'es, tu es ultra carré, et tu es venu nous chercher sur les dimensions, finalement, que tout le monde a. Ouais, parce que moi, j'estime qu'une fois que tu développes ces 3 conditions, derrière, en fait, bah, tu peux prendre n'importe quelle stratégie, n'importe quel, business model. À partir du moment où tu gardes ces 3 piliers, tu vas Mhm. pouvoir réussir dans n'importe quel secteur. Puisqu'au final, c'est avant tout ton comportement humain qui va faire que tu vas réussir dans le business. Bien évidemment, il y a plein de choses, la satisfaction client, ta capacité à délivrer, une offre, enfin ton produit, ton service, te évidemment tout ça, ça rentre en compte, ta capacité à générer des leads, peu importe. Mhm. Mais ça, c'est pas abstrait parce que c'est l'essence même du business. Mais si on va chercher plus loin, pour moi, c'est réellement d'autres qualités qu'il va falloir développer. Ok. Toi qui es souvent dans les réseaux, qui rencontre pas mal de personnes, j'ai vu que tu as quand même pas mal cette démarche-là de rencontrer, de créer ton réseau. Tu trouves que c'est quelque chose qui manque chez les entrepreneurs que tu peux rencontrer, sans que ça soit en fait une critique, hein, parce qu'ils font quand même des belles choses, mais c'est un constat. Est-ce que tu remarques que des gens négligent leur santé ou à l'inverse, des personnes qui cartonnent, peu importe le niveau de leur business, font très très attention à leur santé? C'est très drôle. J'ai remarqué dernièrement que les personnes en fait, il y a encore une fois, il y a 2 moyens de regarder les choses. Soit tu te Mhm. fixes sur le court terme, donc c'est qu'est-ce que les gens Ouais. font aujourd'hui et qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui. Donc oui, peut-être qu'aujourd'hui, bah, tu vas voir, personnes, ils font, X centaines de milliers par an, 6-7 chiffres et qu'à côté, ils consomment d'alcool, ils font pas de sport et cetera. Aujourd'hui, oui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les profils qui aujourd'hui ont une hygiène de vie impeccable. Parce qu'en fait, moi, je sais que et qui sont déjà dans l'entrepreneuriat, qui font du Mhm. réseau, qui ont déjà un business qui tourne, qui sont peut-être pas au même niveau que les autres. Mais c'est ces personnes-là sur lesquelles je parierais. Parce qu'encore une fois, moi, ma vision, c'est une vision long-termiste. Et en tant qu'entrepreneur, il faut voir le très court terme, avant tout pour la trésor, c'est le nerf de la guerre, mais il faut voir du très long terme. Où est-ce qu'on va être dans 30 ans, dans 40 ans? Parce que faut savoir que l'entrepreneuriat, c'est souvent un moyen de réaliser sa vision, de réaliser sa mission. Ce Mhm. qui fait que, en tant qu'entrepreneur, on ne va pas s'arrêter à 60, 62 ou 64 ans, comme le font la plupart des gens. On continuera toujours d'être plus ou moins, selon le degré d'importance que tu veux accorder, dans le business, à 60 ans, à 70 ans, à 80 ans. Warren Buffett, 90 balles passées, mais qui est toujours dans le business. Il fait des conférences, il fait du réseau. Parce que c'est un hobby, en fait. C'est un lifestyle d'être entrepreneur. Mhm. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à comprendre, c'est que être entrepreneur, pour certains, c'est une activité professionnelle, très bien, mais pour d'autres, c'est un lifestyle. C'est juste une façon de réaliser leur mission, leur vision, d'être épanoui. Et c'est ce qui fait que parfois, tu travailles 7 jours sur 7 et tu t'en fous de travailler un dimanche parce que ça ne te pose pas de problème. C'est ton lifestyle, ça fait partie. Et donc, cette catégorie de personnes-là, à 70 ans, il faudra qu'elles soient toujours en forme, tu vois, pour assumer les réseaux, pour assumer les réseaux networking. Tu veux faire une conférence devant 1000 personnes.
Bah, je suis désolé, pour moi, la personne qui fait encore du sport, Tony Robbins, le mec, il rentre sur scène, une énergie mais débordante, il saute sur le trampoline, etc. On fire. L'énergie qu'il transfère, elle est complètement différente que s'il faisait 30 kilos en plus et il parlait comme ça dans son micro parce que le repas du midi était lourd, tu vois. Hmm. Donc moi, c'est vraiment là-dessus que je parierais vraiment sur ces entrepreneurs-là. Donc encore une fois, moi je suis très long terme et je pense que ce que tu es capable de faire aujourd'hui pour toi, pour ton toi dans 30 ou 40 ans, c'est ce qui va vraiment faire la différence. Hmm. Ok. J'aime bien aussi, tu as vraiment mis le point sur un élément. Tu as dit, voilà, il y a des personnes qui font ça pour une activité, l'entrepreneuriat. Il y a des personnes qui sont là pour donner vie en fait à leur mission. Alors, il n'y a pas de jugement là-dedans. Et c'est quoi le conseil que toi, tu pourrais donner, même aux personnes qui vont développer une activité qui est juste pour vivre autrement et pas avoir l'entrepreneuriat en mode lifestyle? Il y a des personnes qui veulent faire quelques milliers d'euros par mois. Et c'est très, très bien. J'entends, je le partage tout de suite, hein. C'est pas une critique parce que c'est très, très bien. Ce qui est important, c'est que vous puissiez être bien dans vos ambitions. Et c'est quoi le conseil que tu pourrais leur donner à eux, à ces personnes qui ont une activité qui n'a pas forcément un énorme chiffre d'affaires, mais qui est volontaire? Quel est le conseil que tu pourrais leur donner pour quand même maintenir leur activité à un certain niveau pendant un certain laps de temps, ouais. En un mot, je dirais préparation. C'est que du coup, il va falloir préparer l'avenir. Mhm, Alors, soit en investissant sur eux, sur l'amélioration de leurs compétences pour aller peut-être délivrer un service qui est plus cher, une offre qui est plus mhm. chère, soit mais commencer à investir en parallèle, D'accord. euh, soit dans des véhicules d'investissement financiers, comme de l'assurance vie, de la bourse, DPE, DPEA, enfin peu importe, soit dans de l'immobilier, parce qu'il y a un moment, en fait, en tant qu'entrepreneur, si c'est ton activité, faut être conscient que tu n'auras pas de retraite. Et Mhm, donc, si tu génères entre 5 et 10 000 euros, ce qui paraît beaucoup aujourd'hui, mais qui au final n'est pas énorme quand tu prends en compte l'inflation dans 30 ans et tout ce que tu peux avoir, il va falloir avoir d'autres sources de revenus parce que tu n'auras pas de retraite à ce moment-là, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en tant qu'entrepreneur, on cotise à rien du tout. Donc, il va falloir la préparer. Il va falloir mhm. préparer d'autres sources de revenus qui vont pouvoir intervenir le moment où tu vas vouloir relâcher. Donc, c'est pour ça que je te dis préparation, parce que il faut être conscient que si c'est ton activité, il va falloir préparer une porte de sortie. Ok. Ça, c'est super intéressant ce que tu nous partages. Et c'est vrai que c'est deux visions différentes entre la personne qui veut être entrepreneur pour développer sa vision, sa mission et qui finalement sera entrepreneur toute sa vie et qui va créer finalement un capital avec son entreprise si un jour il la revend. C'est aussi une possibilité. Mhm, tout à C'est une fait. personne qui a finalement une activité, qui a finalement, moi j'appelle ça des salariés indépendants. Je suis désolé de le dire Ouais, comme ça. tout à Et fait. c'est très bien pour toutes les personnes qui le développent, hein, je connais pas mal. Mais simplement, gardez bien en tête que vous avez une dynamique de salarié indépendant, c'est-à-dire que c'est vous qui vous gérez, mais vous n'allez pas développer un cash flow suffisant pour vivre confortablement au moment où vous allez arrêter votre activité. Et c'est Mhm, une des réalités importantes de toutes ces personnes qui sont un peu solopreneurs, qui développent une activité plutôt passion. Gardez en tête d'investir en arrière et d'investir sur vous, bien sûr, en termes de compétences, si vous voulez augmenter vos revenus ou avoir des investissements parallèles. Formez-vous pour ça, parce que je trouve ça super important d'essayer de ne pas commettre les erreurs que les autres ont pu faire par le passé. Et c'est assez important pour moi de vous le rappeler, parce que parfois, les gens se disent, je vais gagner 1000 euros en me formant tout seul. Moi qui me suis formé dans l'immobilier, je peux vous garantir que parfois, investir 1000 euros, ça vous fait gagner beaucoup, 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 beaucoup d'argent. Et du stress aussi. Tout à l'heure, on parlait de la peur que Steve peut avoir pour la reprise d'entreprise. Bah, parfois, en fait, il suffit juste de s'entourer et de poser les questions à deux, trois personnes pour se rendre compte de comment ça fonctionne, en fait. Et c'est vraiment le but, en fait, de, de, tous les, de toute votre manière de vous développer au fur et à mesure. Je voulais poursuivre un petit peu euh, et de parler un petit peu de ton côté sportif. On en a parlé un petit peu. Euh, Comment tu gères le fait d'être entrepreneur et sportif, j'allais dire de haut niveau, parce que monsieur fait des Ironman.
ce qui demande quand même un bon entraînement. Comment tu gères ça, tes deux activités en parallèle qui sont finalement deux activités qui prennent du temps? Et bah, tu vois, c'est très simple. On en revient à ce que tu disais tout à l'heure, cette fameuse étude américaine qui, expliquait qu'après 50 heures, ton taux de productivité décroît exponentiellement. Et en fait, bah, l'air de rien, ça me prend pas tant de temps que ça de m'entraîner pour un Ironman. Dans Ok, le sens où il faut relativiser, si tu prends les 5 jours de la semaine du lundi au vendredi et tu t'entraînes 1 heure dans ta journée, bah, c'est pas énorme. ok. Donc toi, aujourd'hui, pour préparer tes Ironman, tu t'entraînes en moyenne 1 heure par jour? En fait, tu vas avoir des jours où tu vas t'entraîner 1 heure, d'autres une Ok. heure et demie. Tu vois, par exemple, après notre call, on va finir sur le coup de 17 heures. Bah, je sais Mhm. que j'ai mon heure 45, mais 2 heures de vélo que je vais pouvoir faire. Ok. Ça, c'est cool. Et après, il y a surtout aussi, en fait, c'est le week-end où j'ai vraiment mes gros blocs d'entraînement qui représentent 60% de mon entraînement de la semaine. Ou par exemple, si on prend une semaine comme ce week-end, samedi, 5 heures de vélo enchaîné avec 30 minutes de course à pied. Et dimanche, j'ai un semi-marathon, 20 km en 1 h 45. Donc en fait, je vais Ok. avoir un bloc de près de 7 heures d'entraînement ce week-end, ce qui représente 60% de ma semaine. Et donc derrière, en fait, ça va être, tu vois, typiquement sur une journée normale, ça peut être réveil 6h30, tu pars courir à 7 heures, tu es de retour à 8 heures. En fait, à 8h30, tu es au boulot. Si tu bosses vraiment de 8h30 jusqu'à 12h30, vraiment, tu peux faire déjà beaucoup. Derrière, tu déj, petite sieste pour récupérer en énergie. Tu peux bosser derrière de 14 à 18, encore 4 heures, et Mhm. ça te laisse encore 18, 19, 30 pour aller par exemple refaire un entraînement piscine. Mais ce qui fait que je me suis quand même fait une journée de 8 heures de travail. Après, c'est aussi mon rythme de vie personnel qui me permet de m'arranger Mhm. comme ça. C'est-à-dire que j'ai pas de famille, j'ai pas d'enfants, donc ça me permet de jongler beaucoup plus facilement sur mes horaires. Ça, j'en suis conscient et c'est pour ça que je le fais aujourd'hui, parce que je ne sais pas comment ça pourra se passer demain. Mais en fait, c'est juste que je pense qu'il y a trop de gens aujourd'hui qui ne travaillent pas réellement quand ils pensent travailler. Et moi, en fait, Ok. ce temps-là, je l'utilise pour m'entraîner. C'est-à-dire que Ok. si je suis sur l'ordinateur, mais je sens que là, mon taux de productivité, mon taux de performance commence à décroître et que je commence à me perdre un petit peu et pas avoir un taux d'efficacité qui est bon, je Mhm. coupe direct. Et à ce moment-là, je dis, ok, bon, pars, tu vois. Pars Ok. courir, pars te mettre sur le vélo, parce que de toute façon, c'est en train de décroître. Ton taux de productivité au niveau taf, il est en train de décroître. Donc ça sert à rien d'utiliser la prochaine heure si tu vas la travailler qu'à 60%. Très bien. Donc c'est un peu comme ça que je réfléchis. Et donc c'est vraiment juste, j'ai poussé la chose en termes de productivité, d'optimisation derrière de tout ce que je fais. Ok. Toutes tes journées sont optimisées ou est-ce que tu as des journées où finalement c'est totalement le bazar? Ouais, non, toutes mes journées sont optimisées, c'est-à-dire que le dimanche, voire peut-être le samedi, à chaque fois, je programme toute ma semaine. Donc, Ok. c'est-à-dire que je vais prendre mon agenda sur Google Agenda, je vais programmer toute ma semaine. Donc, je prends mon programme d'entraînement, j'ai ça, ça, ça. Donc, je les inclus dans ma semaine, selon les calls, selon ce qui peut déjà être programmé. Souvent, ça va être tôt le matin ou tard le soir, comme ça, au moins, ça me laisse la journée, les heures de travail pour pouvoir bosser. Et puis, en fait, tout est programmé. Ce qui fait que je sais que, typiquement, par exemple, demain, de 8h à midi, j'ai un time block pour bosser. Ce soir, j'ai demandé, OK, qu'est-ce que j'ai réellement besoin de faire demain de 8h à midi? Ce qui fait que Mhm. demain matin, je sais déjà ce que je vais faire de 8h à midi. Et que si à un moment, bah, soit je finis en avance, bah, soit je me repose et je me dis, OK, qu'est-ce que je peux faire? Je pense que c'est encore une fois, je l'utilisais tout à l'heure pour te dire un mot, c'est préparation, encore une fois. Je pense que Mhm. c'est réellement la chose la plus importante, c'est de se préparer, ce qui fait que plus tu es préparé, moins tu vas réfléchir, moins tu vas devoir prendre de décisions, et donc plus tu vas être efficace et efficient. Ok. Tu parles de préparer. Finalement, tu as plein de projets. Parce que tu fais tes Ironman, tu as le projet de reprendre une entreprise. Tu as quand même pas mal de choses. Ta préparation, elle te fait gagner combien de temps ou combien de charge mentale, toi? Est-ce que tu arrives à l'évaluer ou à t'en rendre compte? C'est très compliqué. En fait, à évaluer, c'est simple, c'est que
c'est un Ironman, dans le sens où en fait, ça me permet, moi, aujourd'hui, de m'entraîner ma préparation me permet de m'entraîner pour un Ironman. Donc, on va dire déjà, c'est 15 heures. Ok. Et, euh, et après, ta deuxième question, c'était. Comment tu te euh, prépares pour un... C'est quoi les bénéfices de ta préparation pour une reprise d'entreprise? oui, tout par rapport à la charge mentale, mais en fait, c'est que tu coupes ce côté charge mentale, tu vois. C'est que, Ok. en fait, tu arrives de ton ordi, tu sais déjà quoi faire. Donc, tu as pas cette charge mentale de te demander qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je dois faire, comment je vais faire ça aujourd'hui, etc. Non, tu prends une demi-heure la veille, qui est réellement une demi-heure de travail, Mhm. mais c'est du travail qui va te permettre de mieux travailler. Tu sais, c'est comme un petit peu le apprendre à apprendre. Je pense qu'il faut savoir travailler pour mieux travailler et donc investir 3 quarts d'heure, réellement se poser, se dire: «Bon, bah, là, c'est mon time slot, mon time box programmation. Ok. Je programme ma journée de demain. Qu'est-ce que je dois faire? Quelles sont les choses importantes? Quels sont les retours que je dois faire? Quels sont les calls? Si j'ai un call, OK, bah, c'est quoi l'objectif?» et cetera. Je pense que la préparation, c'est réellement quelque chose d'indispensable aujourd'hui. Ok. J'adore. Parce que je trouve qu'on n'en entend pas assez parler. Et ça permet aussi de... Moi, je sais que je prépare souvent ma semaine. Je fais un checking de ma semaine d'avant et je prépare la semaine d'après. Ouais, Moi, je sais que ça me prend pas beaucoup de temps et ça change beaucoup de choses. On voit aussi la réalité des semaines passées et la réalité des semaines qui vont arriver. Ça nous permet aussi de voir un petit peu comment notre entreprise et notre vie respire. J'appelle ça comme ça, mais c'est vraiment pour faire comprendre aux gens que notre entreprise, elle a quand même une capacité de vivre et que le fait de vivre, en fait, elle vit avec nos KPI, avec le nombre de calls, de ventes, l'activation de nos réseaux sociaux, nos rencontres. tout Et à fait. toi, tu parles beaucoup de préparation pour l'après, c'est-à-dire que tu prépares ta semaine. Est-ce que tu as un moment où tu analyses aussi les données de ton entreprise? Ouais, souvent, alors pareil, le week-end, au Ok. moment où je prépare, en fait, bah, c'est un moment aussi où j'analyse ce qui s'est passé. Parce que c'est très bien de préparer, mais parfois il y a plein de choses qui ne se font pas comme c'était prévu. Et je pense que c'est important ce que tu disais, d'analyser les inputs. Donc c'est très bien d'analyser ce qui ressort de ta semaine, ok, combien de ventes j'ai fait, combien de leads j'ai eu, etc. Mais pour moi, ce qui est encore plus important, c'est qu'est-ce que j'ai fait pour avoir ces résultats. Donc, combien de temps j'ai réellement passé, à faire, du «community management» entre guillemets sur LinkedIn, à connecter avec les autres? Combien de temps Mhm. j'ai réellement passé dans mes calls à délivrer? Combien de temps j'ai c'est ça pour moi qui va être important et de remettre ça en perspective par rapport à: «OK, mais du coup, est-ce que tu aurais pu faire plus? Comment tu aurais pu faire plus? Est-ce qu'il y a des moments où du coup ça a pas du tout été efficace? Et si oui, pourquoi?» En fait, si, mardi après le déj, j'ai pas été efficace, pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'au final la nuit de lundi soir, elle était trop courte et en fait à ce moment-là, j'ai eu un coup de mou? Est-ce que c'était parce que le déj du est-ce que c'est parce que le déjeuner était trop lourd? Est-ce que c'est Mhm. parce qu'au final, j'étais en network toute la matinée et du coup, ça m'a quand même demandé beaucoup plus d'énergie que d'être devant mon ordi et du coup, de me dire: «Ah bah, en fait, si j'ai un network, par exemple le matin ou la veille au soir, bah, je sais que je vais être un peu moins productif le lendemain parce que ça me demande beaucoup d'énergie». Donc au final, c'est un peu étudier, aller chercher vraiment toutes ces spécificités-là, tu vois? C'est pour ça que j'analyse, toutes mes données de sommeil, j'ai des tableaux Excel Mhm. et toutes mes données de combien de messages j'envoie, combien de leads, parce que je pense que plus tu suis ce que tu fais, plus tu vas pouvoir améliorer ce que tu fais, suivre réellement la performance et augmenter la performance. C'est-à-dire que parfois, tu vas te dire à la fin d'un certain mois, tu peux dire: «Oh putain, ce mois-ci, j'ai closé que une fois, j'ai eu Mhm. que un client. Merde, OK». Mais en fait, ça va mettre en perspective. Combien de calls tu as fait ce mois-ci? Combien de messages tu as fait? Et donc en fait, souvent, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont capables de sortir la data bah, j'ai signé un client, mais ils sont pas capables de dire combien ils en ont eu en call, combien ils en ont eu en R1, en R2, combien de messages ils ont pu envoyer et qu'est-ce qu'ils ont Mhm. peut-être fait à côté. Parce qu'il y a peut-être des choses qu'ils ont fait à côté sur du long terme. Tu vois, là, par exemple, moi, la chaîne YouTube, ça me demande Mhm. beaucoup de temps quand même. Ouais. Il y a des moments, ça te demande de la préparation. Là, je suis en train de créer un nouveau format en mélangeant le podcast, etc. Donc, ça demande du temps de réflexion, ça demande des calls.
ça paye pas. Ça apporte rien aujourd'hui parce que c'est pas forcément mis en place, parce que c'est de la programmation de planning, parce que c'est parfois des journées avec un filmmaker pour enregistrer du contenu, etc. Mais ok, mais en fait, se dire, là j'ai investi une journée, par contre, c'est une journée, le contenu va pouvoir être utilisé pendant les 6 prochains mois. Donc Hmm. en fait, il faut pas que je me dise à la fin du mois, il y a une corrélation si j'ai moins de clients, parce que forcément, j'ai passé du temps à faire des choses qui vont me servir sur les 6 prochains mois. Donc pour moi, plus tu vas étudier tous ces inputs, toutes les actions que tu mets en place dans ta vie, dans ton business, plus tu vas être capable de voir les résultats et surtout de comprendre les résultats. Ok. Ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce partage. Ça m'apporte déjà beaucoup parce que je sais que tout le monde avait déjà partagé pas mal de conseils à ce niveau-là. Et c'est vraiment regarder avec franchise votre entreprise. Et avant de vous dire, vous avez closé qu'une seule personne dans le mois, bah, gardez en tête tout ce que vous avez mis en place comme action ou tout ce que vous n'avez pas mis en place comme action pour comprendre en fait sur quel levier vous allez pouvoir vous appuyer pour créer davantage de ventes les prochains mois. Donc, vraiment, merci pour ce partage. Et ça, c'est valable pour les entrepreneurs qui se lancent, qui veulent peut-être se lancer et ceux qui sont déjà bien avancés. Je pense que c'est intéressant à aller voir ça. On arrive pas loin de la fin de cette interview. J'ai quelques petites questions à poser à Steve. Notamment déjà, est-ce que tu as des mentors, toi, aujourd'hui? Ouais, Ah, ouais, c'est ok, obligé. Alors mon mentor dans le business et même dans le dev perso, c'est un Allemand ok. qui a 70 ans. Donc vraiment, écoute, très belle rencontre. C'est vraiment, c'est ce qu'on appelle pour nous le soul match. Vraiment, nos âmes ont matché et on s'est vraiment retrouvés à une quarantaine, à plus de 40 ans d'écart. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment important de trouver quelqu'un dont la vision te correspond, dont aussi quelqu'un qui a la vie aujourd'hui que tu souhaiterais mener, tu vois. Moi, cette personne, elle a 70 ans, c'est à 70 ans, je mènerais sa vie, mais en fait, j'aurais réussi ma vie, tu vois. Hmm, Et puis après, c'est beaucoup de mentors aussi à travers des livres, à travers ok. des interviews. Donc, typiquement, par exemple, Alex Hormozy, Tim Grover, Grant Cardone. C'est pour moi des personnes que je peux citer en tant que mentor parce que j'ai passé tellement de temps à leur contact que je peux les citer comme mentors. Parce que, en fait, chaque nouvelle interview qui sort, je l'écoute, chaque nouvel podcast, je l'écoute, chaque livre, je le connais, je l'ai lu, je l'ai relu, parce que, en fait, je vais avoir uniquement quelques personnes, tu vois, j'ai un top 5 top 10 de personnes que voilà, j'aimerais miroyer, Hmm, bref, donc j'aimerais avoir cet effet miroir, en fait, ok. par rapport à eux. Donc, ouais, mentor, ouais. Donc, tu es plutôt team anglophone, si je comprends bien. 100% team anglophone, tout à fait. Ça me fait beaucoup réagir parce que tu es le troisième qui me le dit, sur trois interviews. Non, mais c'est assez dingue de voir qu'en fait, les entrepreneurs qui sont euh, soit avancés, soit qui ont une vision à très long terme et très, très grande. On parlait quand même d'une boîte à plus de 100 millions de chiffres d'affaires. Il faut savoir que les boîtes à 100 millions de chiffres d'affaires dans le monde, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a. La réalité, c'est qu'il y en a. À mes yeux, il y en a beaucoup. Aux yeux du monde, il n'y en a pas beaucoup. Mais vous êtes tous dans les teams en mode anglophone. Il y a une raison à ça ou... Enfin, c'est quoi ta raison à toi? Déjà, pour moi, c'est la diversité des profils qu'on peut avoir, dans le sens Mhm. où forcément, déjà, tu peux être touché par beaucoup plus de personnes, parce que, tu vois, là, par exemple, moi, mon mentor que je connais personnellement, c'est un Allemand, Mhm. mais on parle anglais. D'autres, je sais pas si tu prends David Goggins, c'est un Afro-Américain, donc il y a beaucoup d'US, mais en fait, si tu prends des personnes qui parlent anglais, tu vas en avoir plus d'1 milliard. Si tu prends des Mhm. personnes qui parlent français, tu vas être limité à 80 millions. Donc déjà, il y a la population auquel tu as accès, et après, c'est aussi la mentalité qui est différente. Mhm. La mentalité qui est complètement différente aux US vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis du succès, vis-à-vis de la réussite. Donc, c'est pour ça que j'y vais. C'est pour ça que je vais chercher aux US. L'idée derrière, c'est de retransmettre en France.
Moi, j'ai commencé l'entrepreneuriat sur le coaching, consulting sur le marché US, sur le marché anglophone. Ok. Et je suis, depuis début d'année, je suis revenu en France parce que, avec cette volonté de racheter une entreprise, etc., il fallait que je me mette sur le marché français. Mhm. Mais oui, le marché US est complètement différent. Maintenant, à nous de ramener ce qu'on arrive à apprendre en France aussi. Ok. Et surtout, la mentalité, quoi. Ok. Ça me fait penser à une autre question. Tu parlais d'emmener ta boîte à un certain niveau dans, on va dire, les 30 prochaines années. Tu vois ton entreprise en France, en francophonie ou aussi à l'international? International, ouais, Ok. évidemment. L'impact, parce Évidemment. que ouais, bah, oui, évidemment, par rapport, en fait, tout simplement, encore une fois, à ma vision. Tout dépend de la Ouais. vision que tu peux avoir. La vision que j'ai me fait aller à l'international, ouais, carrément. Ok. Parce que je pense que si tu veux avoir, au-delà de l'entreprise, hein, je pense que même personnellement, tu vois, il faut aller à l'international pour aller réaliser beaucoup plus grand, plus d'impact. Mais ça, encore une fois, ça correspond uniquement à moi et à ma vision, et chacun Ouais. est différent, quoi. Ouais, je suis d'accord. Ok. On arrive à la fin de cette interview. J'ai une dernière question pour toi. Tu as pas mal de projets dans l'Ironman, dans la reprise d'entreprise. Comment aujourd'hui, nous, on peut te remercier et te donner un petit coup de main avec tes différents projets? Donc, pour les personnes qui sont là en train de nous écouter, moi peut-être, comment on peut t'aider dans ton projet aujourd'hui? Je pense avant tout, je pense que vous m'aiderez en me suivant, en suivant ce process. Mhm. Je pense que avant que vous m'aidiez, c'est à moi de vous aider. Donc, Ok. allez me suivre, suivez ce parcours. Je pense que j'ai pas d'autre chose à dire aujourd'hui. C'est difficile dans un monde où on est beaucoup en train de vendre, etc. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai plus à vous donner. Donc, si vous pouvez gagner de la valeur via mes posts LinkedIn, via mes vidéos sur YouTube, profitez-en, enrichissez-vous. Et on se reparle dans quelques années, éventuellement le jour où j'aurai besoin de vous. Ok, ça marche. En tout cas, moi, je mettrai tous les liens en dessous de sa chaîne YouTube, de son LinkedIn, Instagram, tu y es un petit peu encore. Tu Instagram, ouais, partages. Instagram, c'est vraiment plus le côté sport en stories, Ouais, tout à fait. ok. Donc, moi, je voulais te remercier vraiment pour cette interview. J'ai envie de Merci te à laisser le toi. mot de la fin. Qu'est-ce que tu aurais envie de partager? Un dernier truc, peut-être une question que je t'ai pas posée. Euh, je te laisse la main. Faut que je me prépare plus ce moment parce que on l'a souvent sur le podcast et à chaque fois, je suis pas préparé. Non, je dirais surtout que peu importe le projet que vous avez, euh, c'est un bon projet s'il vous correspond. Je pense que le projet qui vous correspond, c'est celui que vous avez envie de porter et pas celui que les autres souhaiteraient vous voir porter. Ne vous comparez pas aux autres parce que de toute façon, chacun est différent, chacun a des objectifs différents, chacun a une vision différente. Et donc, la comparaison est impossible parce qu'on n'a pas les mêmes antécédents, on n'a pas le même futur. Donc, juste faites-le, éclatez-vous, prenez du plaisir. N'oubliez pas que c'est l'occasion aussi de grandir. C'est que pour moi, un projet entrepreneurial, c'est une occasion de grandir avec soi-même, de se découvrir. Et je pense qu'il y a pas meilleure introspection pour passer par différents niveaux, les plus hauts, les plus bas. Euh, ouais, juste profiter et c'est très bien de se projeter. Je parle beaucoup long terme, mais n'oubliez pas que le plus important, c'est le moment présent. Donc profitez aujourd'hui, maintenant, mais toujours en pensant à demain. Ok. Merci beaucoup, Steve, en tout cas, pour cette dernière phrase. Je vous retrouve tous pour la prochaine interview et merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été ici. Ciao! Merci à toi. Ciao, ciao. Si tu fais partie des personnes qui ont vraiment kiffé ce podcast et qui sont arrivées jusqu'au bout, je vais t'inviter à faire une chose. Dis-nous en commentaire qu'est-ce que tu retiens de ce podcast et n'hésite pas à faire deux choses, mettre 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Si tu es sur YouTube, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air et dernière chose, tu as pu profiter de cette interview, peut-être que tu as un ami à toi ou un proche qui aurait besoin de l'écouter aussi. Donc moi ce que je t'invite à faire, c'est de lui partager, que ce soit en mode podcast ou sur YouTube. Je pense que c'est la meilleure chose que tu puisses faire. En tout cas,
Une petite action peut changer de grande vie. Ciao.